Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait quelques temps que j'avais pas posté de vidéo, j'ai pas forcément eu le temps, mais là je voudrais partir voilà sur un nouveau sujet parce que je travaillais dessus un petit peu précédemment que j'ai pas forcément eu de demande sur la partie Radius etc. Donc voilà, je propose de travailler sur la sauvegarde et plus particulièrement la solution Vim. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette solution. C'est une solution de backup qui supporte des fonctionnalités avancées, qui est vraiment très connue, utilisée dans le monde, et qui dispose notamment d'une version communautaire qui va permettre de gérer jusqu'à 10 workloads. Donc c'est une solution qui va s'interfacer avec plusieurs choses. On va pouvoir sauvegarder des machines physiques à l'aide d'un agent, on va pouvoir sauvegarder des machines virtuelles, qu'on soit sur du VMware, sur du Nutanix, sur du Proxmox, etc. Et donc voilà, moi, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo-là, c'est d'utiliser Vim pour backuper en fait une machine virtuelle Proxmox, voire peut-être une machine physique. Et bien évidemment, voir la restauration. Donc Proxmox, alors on va travailler sur Proxmox parce que c'est ce que j'ai chez moi. Il faut savoir que le support a été rajouté récemment dans la version récemment cette année, il me semble, ou en fin d'année dernière, je ne sais plus. Donc c'est supporté depuis la version 12.3 peut-être, ou 12.1, je ne sais plus. Donc voilà, mais on va travailler là-dessus avec la version communautaire. Donc la version communautaire a des limitations bien évidemment, mais au-delà des workloads, mais ça suffira très bien pour ce qu'on souhaite faire. À savoir que si vous suivez un peu les actualités de Vim, la version 13 vient de sortir. Sur les anciennes versions, on sera toujours le cas, je crois, au moins sur la version 13, mais sur les anciennes versions, Vim s'installait avec une ISO en fait, hein, sur un serveur Windows. Et maintenant, depuis la version 13, en fait, comme on est très focus maintenant sur tout ce qui est immutabilité des sauvegardes, etc., sécurité, hardening des VM, etc. Il s'installe vraiment depuis une ISO bootable sur un Rocky Linux, je crois, donc plus sur du Windows. Mais voilà, la version 13 de toute façon est en bêta. Je l'ai testé, elle fonctionne très bien. Il manque juste des fonctionnalités qui vont arriver avec la version stable, je pense. Et l'installation Windows arrivera aussi en fin d'année. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va travailler sur la version 12.3. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est, on va commencer par alors, vous allez le faire en parallèle, je vais pas forcément le montrer, mais commencez par installer une VM Proxmox sous Windows Server 2022 par exemple, donc avec les Virtual Drivers, etc. Et ensuite, une fois que c'est installé, on va se retrouver pour l'installation de Vim Backup. Donc on installe cette VM. Alors, si vous avez un domaine Active Directory, c'est pas forcément conseillé de l'agent en domaine. Hein. Je l'expliquerai juste après. C'est assez logique quand on y pense, mais toujours intéressant à débattre. Donc voilà. Donc on installe la VM et on se retrouve juste après. Ok, donc on a la VM qui est maintenant installée. Donc j'ai mis 70 Go de disque, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement procéder au téléchargement de la solution. Donc pour ce faire, vous tapez sur Google Vim Backup Réplication Édition Communautaire, Community Edition, et vous allez arriver sur un lien sur cette page. Et donc là, on peut le télécharger. À savoir qu'il est possible également d'avoir des versions d'essai de 30 jours de la plupart des solutions, mais voilà. Donc la version qui date du 17 juin. Est-ce qu'elle est à jour cette version? Oui, 12.3. Ok, c'est parti. Bon, alors je l'ai en plusieurs fois, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, je prendre de la place. Donc voilà, on va le télécharger. Donc, elle est quand même assez lourde. Elle fait quasiment 13 Go parce qu'elle empaquette plusieurs solutions en fait dedans. On le verra au moment du wizard d'installation, mais on va avoir Vim Backup et réplication, Vim Enterprise Manager, la console si on veut simplement installer la console, etc. Donc là, pour rappel, on est vraiment sur l'ancien mode d'installation sur Windows avec l'ISO, hein. Mais si vous cherchez, si ça vous intéresse de chercher Vim 13 Software Appliance, vous allez pouvoir avoir des choses assez intéressantes. Donc voilà, c'est parti. Il me semble pas qu'il y ait donc les licences. Dans tous les cas, par défaut, ce sera la licence de. Enfin, si on ne spécifie pas les licences, il y aura la version communautaire. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement se mettre sur notre serveur la version en question. Donc plusieurs choses. Soit vous l'uploadez directement dans votre stockage ISO sur Proxmox, mais parfois ça plante un peu. 12 Go, c'est assez volumineux. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de récupérer l'adresse IP de votre serveur. Maintenant, il faudrait la mettre fixe, mais là pour la démo, c'est pas grave. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement venir installer la fonctionnalité OpenSSH.
Alors attendez, hop, comme ceci. Donc il faut Internet pour l'installer. On va venir chercher SSH, serveur OpenSSH et installer. Comme ça, on va le téléverser en SSH. C'est plus stable de ce que j'ai vu, donc ça sera très bien. Donc là, l'ISO a presque fini de se télécharger. Et ensuite, on va juste attendre l'installation d'OpenSSH, téléverser l'ISO. Et ensuite, on attendra tranquillement qu'elle se mette. Ça prendra un petit peu de temps quand même, quelques minutes. Donc voilà. Donc là, on va attendre. Alors, on va ouvrir également la console des services, puisque OpenSSH ne va pas être démarré par défaut. Donc ouvrons la console, voilà, donc on va attendre que l'installation se fasse. Alors moi, pour les prix, j'ai mis 4 Go de RAM et une socket avec 2 cœurs de CPU, de vCPU. Bon, c'est pas forcément, il faudra un petit peu plus, il faudra au moins 6 Go, voire 8, voire plus. Donc ça va être un petit peu long. Peut-être je monterai à 8 Go et je ferai tourner au Node VM, sinon ça va être un petit peu long. Mais voilà, il faut quand même au moins 8 Go pour que ça fonctionne à peu près correctement. On attend la fin de l'installation de OpenSSH. Actuellement, si on descend dans les services, il est installé. On voit qu'on a, donc ça c'est l'agent, donc ça c'est autre chose. Si on actualise, on a le serveur. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, au niveau de WinSCP, ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre l'adresse IP. Donc moi c'était 157, je crois. Le mot de passe administrateur que vous avez mis par défaut pour Windows Server, donc c'est du CFTP, mais c'est port 22 si jamais. C'était bien la bonne IP ou pas? C'était bien la bonne IP, ok. Hop. Est-ce que je l'ai en anglais par hasard? C'est un peu long. Oh, pardon. Ok, j'ai rien dit. Voilà, on accepte la clé. Et donc voilà. Donc ce qu'on va faire là, c'est que voilà, moi je vais téléverser l'ISO sur le serveur. Je vous invite à faire de même, et on continue juste après. Allez, donc c'est parti. De mon côté, le téléversement c'est terminé, donc on va retourner sur le serveur. On va aller à la racine du compte administrateur et on va voir l'ISO qui est là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la monter. Encore une fois, ça peut, voilà, prendre un peu de temps, c'est un peu long. Et on va lancer le setup. Donc voilà. Encore une fois, ça dépend des performances de la machine. Peut-être que je passerai à 8 Go de RAM une fois que ça sera installé pour être sûr que les services démarrent correctement. Mais là, on va passer à l'installation. Ça va prendre un petit peu de temps. Tac, tac, tac. On tourne bon 30 secondes, le temps que le setup apparaisse. Ok. Tac, 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 tac. Ok. Et donc, on va faire install. C'est parti. Donc voilà, bon, toujours, allez, c'est un peu long. Donc voilà. Donc là, on a plusieurs options. On a Install Vim Backup et Replication, Vim Backup Enterprise Manager, Vim Backup Replication Console. Donc nous, on va installer sur ce serveur Vim Backup et Replication, ce qui va aussi installer la console. La console, en fait, s'installe par exemple sur un serveur de management. Si on veut vraiment isoler le serveur vraiment qui exécute les backups d'un environnement management et juste avoir une console avec le bon port qu'il faut. Juste par exemple, typiquement l'idée ça serait d'installer le serveur de RAID de backup sur un réseau sécurisé et simplement ouvrir le port spécifique qui est utilisé par la console, je crois que c'est 93-92, et ne pas se connecter en SSH, en RDP, que sais-je sur le serveur. Et Entreprise Manager, comme c'est écrit, c'est un composant optionnel qui permet de gérer plusieurs instances Vim Backup et Réplication via une interface web. On peut avoir en version DC ou avec des licences NFR, mais voilà. Donc on est parti là-dessus. Donc ça va faire pas mal de choses, C'est assez modulaire, il y a beaucoup de plugins, donc ça va installer la console, différents plugins pour Nutanix, ESX, Proxmox, les différents services qui vont être utilisés pour se connecter à des partages NFS, etc. Et surtout la database qui va tout simplement, on pourra aller faire un tour après peut-être avec un outil. Alors par défaut, il est capable d'installer lui-même une instance de Postgre. Si on veut venir utiliser du SQL Server, il faudrait l'installer à côté nous-mêmes.
Donc, nous, on va rester sur du Postgre. De toute façon, en général, bon, la database, bien sûr que c'est un composant important parce qu'il faut pas qu'elle crache ou autre. Sinon, c'est là-dessus qu'il y a effectivement. D'ailleurs, il faut la sécuriser parce que c'est là-dessus qu'on va avoir les mots de passe utilisateurs, la configuration des jobs de backup, des repos de backup, des rétentions, etc. Mais voilà. Donc c'est parti. On attend que ça se lance et peut-être qu'on ira faire un tour avec un outil, peut-être comme je sais pas, IDSQL ou j'ai oublié le nom de l'autre. J'ai oublié, c'est pas grave. Pour voir un petit peu comment la database est faite. Postgre, j'utilise pas non plus souvent, mais c'est assez efficace. Donc toujours un peu loin puisqu'on n'a pas de, j'ai pas énormément de RAM. C'est pour ça que je dis que je vais venir augmenter après, une fois que ça sera installé. L'installation va prendre pas mal de temps, hein. On peut facilement compter même en fonction des performances du serveur sur 30 minutes. Donc il y a plusieurs étapes, il va y avoir facilement 12-13 étapes. Donc voilà. Donc parfait. Donc là on accepte. On va nous parler de la licence normalement juste après. Voilà. Donc par défaut si on met rien, on est en licence communautaire avec des fonctionnalités limitées. C'est très bien. On va cliquer sur suivant et on va procéder à l'installation. Donc il va y avoir plusieurs pages qui vont s'afficher. Pour la partie, comme je l'ai dit, base de données, etc. Parfait. Donc là, il va checker des prérequis. Donc, patientons toujours un petit peu. Alors, on attend, c'est pas très grave. Ce qu'on peut faire, tiens, en attendant, si je reviens en arrière ici, je vous parlais Vim Software Appliance. Voilà, ça c'est la version 13 en fait, qu'on peut venir utiliser effectivement pour la déployer avec une appliance Ardennais, avec certaines features qu'on retrouve souvent comme le Security Officer qui peut voilà, qui c'est assez connu dans le monde de la sauvegarde, c'est un gros un compte spécial qui a la possibilité de valider au nom des opérations, etc. Voilà, donc le CSH désactivé et surtout, on n'aura plus forcément la console en fait. Je sais pas si on a des images, mais on n'aura plus forcément la console. En client lourd, on aura surtout la partie web interface en fait, qui est assez intéressante. J'espère qu'on aura toujours une version communautaire tout de même. Pour l'instant, en bêta, on l'a pas, mais voilà, j'espère qu'on l'aura. Alors, j'aurais peut-être dû mettre plus de RAM parce que là, je pense que non, ça va encore. Ok. Bon, attendons. On essaie de meubler, c'est pas toujours évident, mais bon, ça devrait pas tarder à arriver. D'ailleurs, alors, je sais pas si on peut le faire avec la version communautaire, je crois que oui, mais ça s'intègre aussi avec des serveurs KMS qui permettent de venir de chiffrer les backups. Depuis la version 12, les éditeurs de Vim, en fait, ils mettent vraiment un accent sur l'immutabilité, la sécurité des backups. Il y a même un système qui va pouvoir venir scanner les fichiers de backup de Vim à la recherche de signatures de malware, etc. Donc ça peut être vraiment intéressant parce que effectivement, c'est toujours un petit peu le problème quand on fait de la sauvegarde, notamment en entreprise, c'est par exemple, on va se dire voilà, on va faire un backup, etc. Du serveur, on va le répliquer sur un site offline, etc. Il y a la fameuse règle 3, 2, 1, 1, 0, ce genre de choses. Bon voilà. Le problème, c'est que si le backup offline, en fait, il vient d'une source, d'un serveur sur un vCenter, un Proxmox qui lui a été infecté par un malware, c'est pas forcément voilà, ça le jour où on se fait avoir, faire une restauration, on se dit bon c'est bien, mais si derrière on fait pas de scan antivirus ou autre, on peut se retrouver avec à nouveau avec le malware. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment l'avantage. Donc voilà, donc c'est parti, donc Postgre, ça nous installer. Ici on peut venir faire customize settings, donc notamment on aura la partie backup, etc. Voilà. Donc ça prend quand même 20 Go, hein, donc il faut un petit peu de place sur la machine. Et surtout l'authentification pour la Postgre, voilà. Et donc là on nous parle des différents ports, donc ça c'est la database, ça c'est le port pour l'agent, ça c'est le port pour se connecter, par exemple on verra pro proxy et autres je pense. Et voilà. Donc là on va lancer l'installation, il y a 7 étapes, ça va prendre un petit peu de temps, faut pas être pressé. Sur un même si sur un serveur performant ça sera un petit peu plus, ça serait plus rapide, mais c'est quand même assez long, il y a quand même pas mal de choses. Donc nous on va
On va tranquillement attendre que ça s'installe et ensuite, une fois que ça sera installé, on viendra vérifier un peu tous les services qui ont été installés et on se loguera sur la console Vim Backup et Réplication. On se retrouve juste après. Allez, donc l'installation a terminé pour moi, donc ça perd un peu plus d'une heure. Donc voilà, donc on va redémarrer le serveur. Alors, je vais en profiter avant de le redémarrer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais un peu, pas qu'on perde trop de temps, monter la RAM allouée. Et cette fois-ci, on va vraiment le redémarrer. Ça, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, j'ai pas d'autres machines qui tournent, donc ça devrait aller. Ça devrait être assez, pas trop long. Ok, donc voilà. On va lancer, on va stocker, pardon. Et là, on a l'icône qui s'est installée, donc l'icône Vim Backup. Donc, si on regarde sur la console, enfin sur les services, pardon, on va voir qu'on a quand même une palanquée de services qui a été créée. En général, plusieurs centraux et un par plugin. Dans Vim, hein, voilà. Donc là, ils sont en cours de démarrage, donc on va pas réussir à se connecter. Donc le plus important pour se connecter avec la console, c'est le Vim Backup Service. Après, on a le Data Mover qui va permettre, dans certains cas, de faire le lien entre un stockage et les données à sauvegarder. Pour la partie cloud, pour la partie VSS, les mises à jour. Donc là, on a la partie Google Cloud, KVM, Proxmox, enfin ici Proxmox, pardon, etc. Donc voilà, je parlais du Threat Enter, il est là. Enfin, il y en a pas mal. Donc de toute façon, là, on va pas forcément réussir à se loguer tant que les services n'auront pas démarré. Ça va prendre un peu de temps, hein, il faut patienter. On peut déjà quand même lancer la console. Donc voilà, donc là on est en authentification de session Windows, donc à voir pour la sécurité ce qu'on veut faire. Alors ça démarre ou pas, pas encore. On peut essayer d'ailleurs hein, de se connecter. En fait, ça va pas forcément marcher. Il va y avoir une erreur hein, qui n'a pas forcément à voir avec ce qui se passe. En fait, le problème qui est que le service n'est pas démarré, mais voilà, il faut attendre que le service démarre. Ça va prendre un peu de temps. D'ailleurs, je le démarre à la main pour voir s'il ne sort pas une petite erreur. C'est pour ça que voilà, là on le fait en lab, mais c'est quand même bien de le sizer. Alors, d'ailleurs, à savoir que Proxmox dispose d'une solution de sauvegarde qui s'appelle Proxmox Backup Service, qui supporte les sauvegardes incrémentielles sur du NFS, sur du SMB, sur différentes choses, la réplication entre différents nœuds, des backups, mais en fait, voilà, il y a pas là, c'est surtout pour les workloads virtuels, il n'y a pas forcément d'agents, par exemple, à proprement parler pour une machine Windows. Et moi, je voulais aussi vous montrer ça, donc c'est, en tout cas, peut-être dans une prochaine vidéo, donc c'est assez, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Vim. Et Vim, après, bon, c'est connu dans l'entreprise, hein, et ça permet également de sauvegarder, comme je vous l'ai dit, si un jour j'ai du vSphere, des VM sur ESX, et d'ailleurs, ça va beaucoup plus loin, parce que beaucoup de choses, en fait, hein, dépendent enfin, sont vraiment mieux intégrées sur VMware que sur Proxmox, parce que ça a été mis à jour récemment pour Proxmox, comme par exemple les CDP, la réplication, d'autres plugins comme Vim Recovery Orchestrator, enfin pas mal de choses comme ça. Ok, donc le service tourne, là vous voyez on a la petite erreur dont je parlais, mais là normalement ça devrait fonctionner. Alors à savoir que Vim Backup Application supporte pour les utilisateurs aussi la MFA, forcément c'est intéressant. Petit point pendant que ça démarre tout à l'heure, donc je vous rappelle que le serveur est en workgroup, parce que j'avais dit qu'il n'était pas forcément recommandé d'avoir le serveur tout simplement sur un domaine Active Directory, pour la simple et unique raison que si on veut restaurer un Active Directory, un contrôleur de domaine, à travers une backup et réplication, mais que pour une quelconque raison, justement parce que l'Active Directory s'est fait compromettre, si le serveur Vim ne peut pas aller parler à l'Active Directory pour accéder à des partages, tout simplement pour s'authentifier en Kerberos, etc., NTM avec les différents points d'identification, eh ben on n'aura plus accès à Vim. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que le genre de domaine c'est bien, enfin c'est bien pas forcément, peut-être pour certaines intégrations, mais
il vaut mieux garder en fait les backups offline en workgroup, comme ça, si l'Active Directory se fait compromettre, donc déjà, je vous disais qu'effectivement on pourrait pas se loguer, mais ça peut aller plus loin. Quelqu'un peut gagner l'accès sur le serveur Vim, modifier des paramètres, etc. Donc c'est pour ça que c'est mieux de le laisser en workgroup. Ceci étant dit, ça n'a toujours pas démarré. J'essaie de... Un petit peu, je sais que ça va être assez lent, hein, mais bon, voilà. C'est pas forcément très grave. Et ensuite, ce qu'on va faire, ben voilà, ça a démarré. Donc, je vous propose de faire un tour rapide sur la console. De toute façon, il y a pas mal de choses qu'on va pas pouvoir faire sur la version communautaire. Donc, je disais par exemple les CDB policiers, application job. Nous, ce qu'on va faire là, c'est vraiment du backup standard. Donc, je vais juste décaler ça. Donc voilà, on a plusieurs. Ouais, il manque quelque chose. Attendez, je peux dire qu'elle est buggée parce que là, il manque. C'est peut-être parce qu'on n'a pas l'infrastructure backup. Donc voilà, on a plusieurs onglets dans la solution. Hein. Donc on a ici, on a l'onglet, on va pouvoir gérer justement les crédentiels et les passwords. Donc je parlais de chiffrement de backup. Donc voilà, bon, les exclusions, les utilisateurs, les licences, etc. On a également la partie inventory, donc là où on va pouvoir ajouter des serveurs virtuels, hein, on peut aussi les ajouter par là, par backup infrastructure, et donc c'est vraiment là qu'on va travailler sur la plupart des choses. Les proxys, on va voir ce que c'est après, donc il y en a deux qui sont installés par défaut sur le serveur en lui-même. Un proxy, qu'est-ce que c'est? C'est un composant, en fait, c'est un service Vim qui va s'occuper du transfert des données à sauvegarder depuis la source, donc le data store, etc., vers la destination. Stockage S3, stockage NFS, on verra plus tard peut-être du XFS pour l'immutabilité, etc. Donc c'est vraiment que c'est important. Donc il y en a un spécial pour VMware, parce que pour VMware, on a des méthodes de sauvegarde, ce qu'on appelle l'appliance mode, je crois, load add, en fait, voilà, qui permet de se connecter au vCenter et de monter les disques, etc. pour les sauvegarder. Donc voilà, il est un peu particulier, un backup proxy, on va dire, plutôt standard. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, on va pas perdre plus de temps, on va venir ajouter ce nœud, justement, le serveur Vim tourne, encore une fois, hein, ce sera pas forcément bien pratique, mais au niveau de l'inventaire. Donc on peut le faire par là, donc à serveur, on va faire virtualization platform, donc on peut aussi ajouter des serveurs Microsoft, Windows et Linux, voilà, donc normalement, ok, on n'a pas le plugin, ça, alors ça c'est pas forcément une erreur, on va juste aller voir si on peut pas l'ajouter par là. Non, c'est que le plugin s'installe pas forcément toujours très bien. Je sais pas pourquoi. Donc on peut aller dans programme. Alors je sais plus si c'est là-dedans. Dans plugin, ici on va voir PVE. Voilà. Donc on a bien vu que le service était présent. Donc parfois c'est juste le plugin de l'UI qui est un peu buggé, j'ai l'impression. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste fermer ça. Je sais pas si ça va suffire, on va voir. Et on va venir le relancer tout simplement. Et se connecter. Alors je sais pas si je sais plus si ça nécessite de redémarrer le service, mais c'est vrai que parfois, ouais, comme ça a été introduit en version 12 peut-être .3, parfois le plugin n'est, on peut pas, le plugin GUI n'est pas forcément présent. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas très grave. Donc on va attendre. On va attendre que ça se réouvre, ça ne devrait pas tarder. Là. Et on va essayer de venir à nouveau ajouter notre virtual infrastructure. Voilà, donc là on a tous les plugins. D'ailleurs on a Nutanix qui s'est présenté, on a Oracle, bon voilà. Je pense que globalement ça a rechargé le composant qui gère les plugins de manière globale et voilà. Donc c'est parti. Et donc là, on va ajouter notre node. Moi, je vais l'appeler PVE BE02. Alors, à savoir que là, il va détecter que mes nœuds sont en cluster. Hein. Donc voilà. Et ensuite, on va devoir sélectionner des credentials pour pouvoir accéder au à Proxmox. Alors là, ça va être des credentials route. Voilà. Je sais pas. Normalement, je pense que c'est dans la roadmap d'avoir en fait de créer en fait au niveau du data center en fait un utilisateur avec des permissions spécifiques. Donc par exemple, qui a le droit de lire les disques, de déplacer les disques, d'accéder au data store, un peu comme sur Proxmox. Hein. On a tous les rôles ici, voilà, data store user, etc. Mais pour l'instant, il me semble pas que ça soit toujours le cas. C'est toujours à cette phase-là. C'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. À faire avec parcimonie, mais on va venir ajouter moi mon contrôle de mon Proxmox. Voilà. On verra aussi, hein, peut-être pas dans cette vidéo, dans une prochaine vidéo, l'agent Vim.
qui peut soit se manager en standalone et se connecter à un serveur Vim, soit être managé centralement depuis Vim pour pouvoir stocker, enfin pouvoir sauvegarder par exemple votre ordinateur. Mais effectivement, euh, là on pourra aussi avoir l'intégration de l'Active Directory, pas forcément la jointure du serveur, mais l'intégration tout simplement pour pouvoir justement déployer automatiquement l'agent sur une OU, sur ce que vous voulez, etc. D'ailleurs, je crois que j'ai mis le nœud 1, pas le nœud 2. Alors, on va revenir en arrière. Oui, d'accord. Parce que j'ai pas mis l'adresse IP, excusez-moi. J'ai pas forcément mis le DNS de mon AD. Donc voilà, c'est pas très grave. Donc là, voilà, donc c'est la clé SSH. Et donc là, il va se connecter. Donc il va y avoir plusieurs choses qui vont être demandées après. Voilà, donc là on est connecté. Il va récupérer les différents data stores et ensuite il va tout simplement nous demander en fait où est-ce qu'on veut de déployer. On verra après un worker, ce qu'ils appellent pour Proxmox, qui est un proxy. Voilà, ce qui est un proxy en fait, qui va justement en fait permettre de soulager le serveur central et dédier les tâches de transfert de données, on va dire. Alors ça dépend en fait. Si on sauvegarde des workloads virtuels, je crois que vers du NFS ou autre, etc. Il y a différents rôles, on verra. Il y a le mount server, la gateway server, le guest interaction proxy, bon peu importe, je les maîtrise pas tous. Mais on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, voilà. Alors attention, moi je suis en version 9.3, ça peut poser des soucis, on verra après. Mais c'est normal, hein, ça va arriver avec la version 13. Et donc là, on nous dit qu'il faut un worker qui va permettre de transférer les données à sauvegarder vers les repositories de backup. Donc en général, il faut en déployer un par nœud parce qu'il a un accès direct au stockage et ça permet, je parlais tout à l'heure des méthodes de stockage. Tu peux, à travers le réseau, ce qu'on appelle le NBD, je crois en fait le Network Block Device Protocol, bref, c'est un protocole sur Proxmox et KVM, enfin KMU derrière qui permet d'accéder aux données, mais voilà, il va y en avoir qui, en gros, faut retenir qu'il y en a qui vont être plus ou moins performants. Donc voilà, donc déployer un nœud, un worker sur un nœud, c'est en général plus performant. Donc il va nous demander comment on va l'appeler. Moi, je vais l'appeler Worker Lab. Voilà. Où est-ce qu'on veut le stocker? Donc moi, je vais le stocker là. Là, très attention, moi c'est un petit serveur, donc je vais pas forcément. Alors, bien sûr que ça aura un impact sur les backups, mais je peux pas forcément aller plus haut. Et ensuite, on va nous demander, voilà, moi je suis sur mon VMware 0, donc sur mon LAN de ma box, il faut qu'il ait une IP. On va la prendre en DHCP et ensuite laisser cliquer tester parce que justement on va le tester. Et on va voir ici qu'on va normalement avoir une VM qui va se déployer. Ce que va faire là en fait Proxmox, Vim pardon, c'est tout simplement uploader une image d'un worker, donc là je prends une appliance Linux, la déployer avec peut-être un Cloud Init, etc., un Kickstart, et ensuite la déployer et la tester. Donc installer les différents services, donc on va avoir le transport server ou data mover service, enfin les rôles qui permettent de faire le backup et d'autres choses. Donc là, ça va être en cours de déploiement. La VM, elle est là, on voit. Hein. Donc voilà. On va tranquillement laisser ça se faire. Ça va prendre un peu de temps. C'est pareil, hein, c'est toujours une limitation. Hein. Je suis sur un Blink S12 Pro, je crois, avec 16 Go de RAM. Que je vais upgrader, je pense, à 13 Go de RAM, parce que ça le supporte. Mais voilà, donc ça va prendre un peu de temps. Et on va laisser tout ça se faire tranquillement. Et après, on continue. Ok, donc bon, il y a des petites erreurs, c'est pas très grave, c'est sûrement dû au spec de la machine, mais c'est pas grave. Donc moi, il a fait beaucoup de choses, il a redémarré des services, il a récupéré l'adresse IP en local, il a fait des mises à jour, etc. Donc maintenant, si on se rend dans backup infra et backup proxy, on va le voir là. C'est très bien. Maintenant, ce qu'on va faire avant de faire un backup, c'est d'ajouter un repository. Par défaut, dans la partition d'installation, un dossier backup a été créé pour faire des backups locaux, pour récupérer aussi des metadata, pour avoir un petit peu les informations sur les chaînes de backup, etc. On y reviendra, mais voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un autre repo, hein, on va pas le stocker en local. Moi, je vais ajouter un repo de type NFS. Donc, il va falloir prendre Network Attached Storage, NFS Share, et moi, c'est sur mon NAS. Alors, je vais pas revenir dessus, c'est pas le but. Mais globalement, c'est sur mon NAS en NFS. Et ce dossier est le suivant.
Donc ensuite, on nous parle d'un gateway server. Donc ça, je crois que c'est propre quand on prend un repo NFS ou SMB en fait. Si on regarde tac gateway server Vim, donc voilà, c'est un composant auxiliaire en fait qui permet de faire un lien entre le serveur de backup et le backup repository. Alors c'est quand même le worker qui va faire le job, mais lui va permettre effectivement je pense, de maintenir et peut-être la connexion, de tester la connexion entre le repo. Donc là on a le proxy, vous voyez, on a le gateway server, et là on a effectivement, eh bien, donc là c'est une appellance data domain hein, de Dell, donc de déduplication, mais voilà. Le backup proxy va envoyer au gateway server qui va relayer. C'est pour ça que parfois ça peut être un peu long et prendre du temps, etc. Et c'est vraiment propre aux objets storage repository, aux dossiers partagés, à des appliances de déduplication, etc. Donc on a plusieurs informations. Voilà. Hop, on va revenir dessus. Hop. Donc voilà, à qui on peut le faire. Il faut qu'elle ait accès au backup repository, etc. Bon, il y a pas mal de choses. On peut aussi, normalement, en fait, quand on ajoute on peut, voilà, si on ajoute par exemple un serveur Windows à l'infrastructure, un serveur Linux, on pourra le choisir comme serveur de gateway, mais il faut que je pense que ce rôle soit installé. Bon, retournons là-dessus. Donc lui, bon, automatique sélection, on n'a qu'un, donc on va prendre celui-là. Donc c'est le serveur local. Donc là, il va tester la connexion. Je vais pas revenir sur comment créer un NFS, un partage NFS sur QNAP, hein, mais voilà. On a des choses avancées. Donc le nombre de backups simultanés. Donc le monde serveur, c'est un autre rôle en fait. Lorsqu'on va faire, si vous voulez, du restore file en fait, par exemple, on va vouloir globalement monter un VMDK ou un disque Proxmox pour pouvoir justement restaurer des fichiers, etc. En fait, ils vont être montés, ils vont être mis à disposition sur un monde serveur. Voilà, donc on dit bien file, application item, instant memory recovery également. Et on peut également en ajouter, donc voilà, bon ça c'est pareil, c'est un Windows Server. Hein. Il va permettre de rendre les fichiers à disposition. Donc là on va le mettre sur le backup server, c'est pas forcément nécessaire, mais voilà. Et sur le fameux mon serveur, il faut avoir le service qui s'appelle vPower NFS qui permet d'interagir. C'est plus propre, je crois, voilà, VMware vSphere, voilà, mais pour accéder justement au data store. Mais voilà, bon, peu importe. Donc là, c'est si on a un repo déjà installé et il va installer sur le back, enfin pas sur le backup repository pardon, mais sur le serveur qu'on a choisi. Donc là sur le backup serveur, différents composants. Donc pour monter les fameux fichiers, VDDK c'est pour VMware pour travailler avec les fichiers VMDK, etc. Donc voilà, c'est assez rapide, c'est très bien. Hop, et donc on a notre serveur ici. Donc moi c'est un NAS QNAP en RAID 10 si je dis pas de bêtises, je suis plus sûr, en FS4 là, et voilà. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, eh bien c'est essayer de tout simplement faire le backup d'une machine. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va aller dans Home, maintenant qu'il est apparu. On va faire backup. Donc la réplication n'est pas disponible pour Proxmox encore, parce que là, voilà, on a un message qui nous dit qu'il faut ajouter des hyperviseurs. Donc on n'a pas de Proxmox. Proxmox, c'est pas encore dispo. On va ajouter une machine virtuelle. Alors peut-être que ça va pas marcher. On va voir. Mais on va essayer. On va créer un job de backup. On va venir chercher notre VM qu'on veut backuper. Alors, c'est pas encore très stable, hein, mais bon, je maîtrise pas non plus. Alors sur une presse, ça a l'air quand même plus stable, mais voilà, je suis pas sûr que ça va marcher du premier coup. On va voir, mais c'est pas grave. Hein. Je vais prendre la machine ici, Vinchin, peu importe. C'est parti. Et donc là, on va avoir les fameuses
certaines choses. Le repo de destination, donc là c'est le NAS, la politique de rétention, pour combien de temps on souhaite garder eh bien, les backups, tout simplement. Donc là, un backup va être gardé 7 jours. Et ensuite, là, ce qu'on appelle le GFS pour Grandfather and Son, ça c'est autre chose qui va nous permettre de garder, voilà. Là, par défaut, les backups vont être gardés 7 jours. Donc c'est-à-dire qu'au bout du 7e jour, le backup le plus ancien va être supprimé. Ce qu'on peut vouloir faire, on a un petit truc d'ailleurs. Ok, bon, ça voilà. Ce qu'on peut vouloir faire, c'est par exemple, eh bien, garder un backup par mois sur 12 mois. C'est-à-dire que, voilà, là, ils vont être gardés sur les 7 jours glissants, mais par contre, ben, on veut peut-être avoir pour des, voilà, comme c'est écrit ici, hein, pour de l'archivage, hein, garder, par exemple, un serveur de fichiers qui est un serveur de data, où il y a des fichiers, on peut peut-être garder une version d'il y a un an. Mais par contre, on peut pas garder tous les jours pendant un an, sinon le stockage va saturer. Donc, ce que va faire Vim dans ces cas-là, il va dire, voilà, donc là pour un an, et là il va te dire, par exemple, quel est le full backup que je vais garder pour l'année. Eh bien, c'est le backup du mois de janvier, et on va remonter comme ça. Ça va être par exemple le backup du mois de janvier, tac tac tac, du dimanche de la première semaine, etc. Bon, ça va se décaler comme ça. Bon, voilà, c'est des rétentions, hein. Donc là, après, on va avoir des options qui vont dépendre du type de stockage que vous avez derrière. On va pas trop s'y attarder, mais je suis pas forcément non plus un expert. Il faut savoir que Vim par défaut va faire de l'incrémentiel. De l'incrémentiel, c'est-à-dire qu'il va faire un premier backup et ensuite, lorsqu'il va refaire le job de backup, il va uniquement sauvegarder les eh bien les changements qui ont été effectués. Il va pas rebackuper tout le disque, ça prendrait trop de place, ce serait pas optimisé. Il va tout simplement sauvegarder les changements qui ont été effectués depuis le dernier backup. Donc voilà, donc ça bien évidemment ce que ça veut dire c'est que lorsqu'on va vouloir restaurer un backup, ça va prendre du temps parce qu'en fait il va falloir dans le premier disque initial, dans la full, en fait le full backup, réimporter tous les incrémentiels. Et là, Vim nous propose de faire ce qu'on appelle soit un synthétique full backup, soit un active full backup à intervalles de temps réguliers, c'est-à-dire reprendre les changements pour refaire un backup, comme ça, si on veut, comme ça, on va pouvoir un peu restaurer un peu plus vite. La différence, c'est qu'un active full backup, ça va vraiment prendre le disque à l'instant T de l'hyperviseur, alors que le synthétique full backup, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tout simplement les différents fichiers de sauvegarde qu'il a déjà dans sa chaîne de sauvegarde, donc le full et les incrémentiels, et à partir de ça, faire un full backup. Donc, il sera peut-être pas forcément vraiment, enfin voilà, il sera peut-être pas forcément, vraiment représentatif de ce qui s'est passé à l'instant T où on va faire le backup, mais ça dépend du type de workload qu'on veut sauvegarder, si c'est du fichier froid ou de la base de données, c'est différent. Il y a aussi d'autres choses qui s'appellent les reverse incrémentales, etc. Donc ça, voilà. On s'en fiche un petit peu. Donc la partie compression, je me suis pas trop attardé dessus, mais ça peut être important ça. Voilà, donc bon, ça on va pas le faire. Et là on va cliquer sur Next. Et donc là, le programme du backup, on veut le faire à quelle fréquence? Tous les jours à 22h, tous les mois, une fois par mois, donc là le 4e dimanche du mois à 22h, ou de manière plus périodique. Encore une fois, ça dépend des workloads que vous voulez sauvegarder. C'est parti, on applique, et là le job va être créé. Donc encore une fois, ça va peut-être ne pas marcher. Vimdo ne supporte pas forcément encore Proxmox 9, donc on va voir. Et moi j'ai eu des soucis, mais bon, c'est un peu dommage de vous montrer quelque chose qui marche pas, mais bon, c'est pas grave. Très probablement qu'on fera des mises à jour et que ça va venir marcher hein, à l'avenir. Parce que moi là, je suis en Proxmox 9, donc voilà. On va voir ce qui se passe. Donc là, c'est parti. Donc là, il va nous dire tout ce qu'il va faire. Il va aller un petit peu se connecter sur le serveur et voir les objets qu'on veut faire. Donc voilà, il a vu qu'elle fait 32 Go la VM. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va démarrer notre worker, qui lui va s'occuper de faire le lien entre l'hyperviseur et notre gateway server, donc à savoir ici du backup. Donc là, on voit qu'il l'a démarré. Bien évidemment, il faut que derrière ça démarre, qu'il y ait un peu tout qui se passe. Hein, ça va pas venir comme ça fonctionner du premier coup, mais enfin voilà, il faut que le serveur démarre, que les services démarrent, etc. Donc ça va prendre un peu de temps. D'autant plus qu'encore une fois les specs sont pas ouf de mon petit serveur, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va attendre ça tranquillement. Donc voilà, attendons, hein, c'est pas très grave. Il va passer à la suite en disant que une fois qu'il a préparé le worker, il va préparer la machine. Il va sûrement essayer de la démarrer.
patientons. Ok, bon, ça va prendre du temps, hein. Malheureusement, avec les specs de ma machine, ça va forcément prendre un peu de temps, mais c'est pas grave, hein, ça va finir par avancer. Mais voilà, ce que je vous ai dit avant, c'est que moi j'ai eu des soucis, donc j'espère que ça va fonctionner là. Je sais que ça marche bien version 13, j'ai pas eu de soucis, mais globalement, ce qui va se passer, c'est que derrière, c'est un protocole, je crois, qui s'appelle le QMP. Bah, enfin, ça, il faut les voir dans les logs de Proxmox après, enfin, dans les logs de Vim, pardon. Et en fait, bah, parfois, le backup reste bloqué à 100, à 0%. Donc voilà, ça fonctionne bien avec l'agent, puisque là, l'agent est installé en local sur la machine, donc lui, il est capable de le faire, puisqu'il le fait depuis la VM, enfin depuis l'OS, pas depuis l'hyperviseur. Mais voilà. Vous voyez, là, j'ai 0% complété. De toute façon, il est toujours en train de préparer le worker. Ça va prendre du temps. Il est démarré. Après, je pense qu'il doit consommer énormément. Non, même pas. Ok. Hop, on va retourner sur le serveur Vim. Voilà, globalement, en fait, ce qu'il devrait faire, c'est qu'il devrait passer à une après, qui va être, il va démarrer la machine à sauvegarder pour faire un snapshot. Voilà. Alors. Alors à savoir également que Vim là pour Proxmox ne supporte pas ce qu'on appelle l'application Word Processing. Ça c'est quelque chose alors qui fonctionne avec l'agent parce que c'est au niveau de l'OS. L'application Word Processing en fait c'est donc sur Windows ça va marcher avec ce qu'on appelle des VSS. C'est ce qui va permettre de faire une sauvegarde qu'on appelle consistante en fait. Il y a plusieurs modes, je crois, il y a crash consistante, ça c'est au niveau de l'OS. Et vraiment application aware, c'est au niveau de l'application. Je vous donne un exemple. On a un serveur SQL. Il y a une transaction qui est en train de se commit. Hein, donc on a des inserts, on a database, des select, etc. qui sont en train de se faire. Le problème, c'est que là, si on fait le backup, bah, on va faire un snapshot, on peut freezer la VM, etc. Ça peut, voilà, on n'est pas sûr que la transaction se finisse. Et du coup, après, si un jour on veut restaurer le backup, on va avoir une base de données qui va être totalement cassée, qui va avoir des soucis, etc. Là, l'application Word Processing, l'objectif, c'est vraiment de dire à l'OS, en fait, aux différents VSS que propose Windows, de, bah voilà, finis tes transactions, bah voilà, en gros, je t'informe que je vais faire un backup, donc finis tes transactions, finis au plus vite, et en plus, après, je vais pouvoir faire le backup. Donc ça, c'est important pour certains workloads, hein, faut vraiment le faire. Mais là, c'est pas forcément le cas, de toute façon, pour Proxmox, c'est pas encore supporté. Enfin, sauf si on installe l'agent sur la VM sur Proxmox, mais normalement, ça va venir en version 13. C'est pas encore présent, mais ça devrait venir dans la version quand elle sera stable. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va patienter. Tout à l'heure, en plus, on avait un message d'erreur qui me disait que le worker n'avait pas forcément réussi à se mettre à jour. Donc, je pense pas que ça soit très grave, mais là, il est toujours un petit peu long. Donc, on va tranquillement laisser ça se terminer, et dès que ça avance, eh bien, on continue. Bon, j'ai eu quelques petits soucis, mais c'est indépendant de la solution Vim. C'est plus lié, je pense, à mon infra. J'ai un souci sur mon cluster, donc l'agent Vim n'arrive plus à se connecter enfin le serveur au proxy, c'est pas très grave. Donc je l'ai connecté à mon autre nœud qui est en version 8, 8.4 je crois. Et voilà. Donc là le backup se fait à 32 Go, donc normalement vous c'est pas très grave, hein, vous allez avoir pareil, donc le worker qui va être allumé, etc. Et voilà. À savoir que le worker peut fonctionner du coup à deux modes. Donc on a le mode appelé le hot add mode en fait qui va aller sur la couche en fait stockage. Soyez c'est ici là, la couche stockage de Proxmox pour pouvoir accéder au stockage et le monter, etc. Soit à travers le réseau, et là on voit qu'on est a priori à travers le réseau. Alors je sais pas trop sur Proxmox comment elle le choisit. On voit que le bottleneck en fait ce qui ralentit la sauvegarde c'est le réseau, mais on voit que ça tourne, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà. Donc je pense que ce qu'on va faire là, c'est qu'on va tranquillement attendre que le backup se termine. On va là un petit peu voir, je vais quand même vous montrer sur le stockage à quoi ça ressemble. Et après on s'arrêtera là pour la vidéo. Et on verra plus tard pour tester une restauration. Voilà, donc le backup c'est terminé. Donc je dis une bêtise, on étant bien en mode hot add mode, ce qui est le mode par défaut, je crois que lorsque le proxy est installé sur l'hyperviseur. Mais après il va le transférer auprès du gateway server, etc. Donc voilà. Et maintenant, moi je me rends sur mon NAS dans mon site backup et voilà ce que j'ai.
Donc j'ai un dossier qui contient des métadatas sur le backup et le point .vbk qui est le backup full en fait qui a été fait. Alors là on avait à 3,4 gigas parce que par défaut, si je dis pas de bêtises, Proxmox, même si on spécifie un disque de 32 gigas, il va fonctionner en film provisioning, c'est-à-dire qu'il va consommer uniquement l'espace euh, dont il a nécessaire, dont il a besoin, pardon. C'est pour ça qu'on est à 3,4 gigas. D'ailleurs, là, si on lançait un backup maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire, voilà, on peut le lancer vite fait, hein. Donc là, il n'y aura pas de modification, mais on va voir que normalement, ça devrait être assez rapide pour la simple et unique raison que, comme je l'ai dit, c'est du backup incrémentiel normalement. Donc globalement, les blocs, enfin, les données qui ont changé vont être backupées. Et là, ben, il n'y a pas de modification parce qu'en plus, c'est une VM qui était à l'arrêt. Donc normalement, ça devrait être assez rapide. Bon là, ça va être un peu lent parce qu'il y a toujours l'étape de préparer le worker, etc. Mais voilà, globalement, c'est ce qu'on aura. Et ensuite, en fait, ce qui se passerait, c'est que là, on aurait des VBK, et pour chaque sauvegarde qu'on va faire incrémentiel, on aura un point VIB. Je pense que c'est pour Vim incrémentiel backup, qui tout simplement permettrait d'avoir eh bien les blocs qui ont changé depuis la dernière sauvegarde. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo sur Vim, parce elle est assez longue, elle était voilà, assez intéressante. Donc ce qu'on a vu, c'était un peu l'utilité de la solution Vim, notamment la version communautaire. Donc, évidemment, comme je l'ai dit, Proxmox a sa propre solution open source qui s'appelle Proxmox Backup Server. Mais Vim, voilà, c'est plus, on va dire, interopérable. Ça pourra s'intégrer à l'avenir à du vSphere, du Nutanix, du Red Hat, etc. Il y a également un agent pour sauvegarder les serveurs et les machines, les workstations physiques, qui n'existent pas forcément, je pense, sur la version PBS. Je suis pas sûr, mais je pense pas. PBS, c'est vraiment Proxmox. Donc voilà, donc on a vu comment ajouter un autre Proxmox, un petit peu les composants comme le gateway server, le Proxmox, le backup proxy, comment ajouter un backup repository ici de type NFS. Hein. Après on verra un peu plus tard peut-être l'immutabilité, ce genre de choses. Et enfin, comment créer une tâche de backup, la notion de sauvegarde incrémentielle, le schedule du backup, le choix des VM à sauvegarder, et enfin, voilà un petit peu la structure, le fichier backup qu'on a dans notre repository une fois que le backup a été fait. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir fait cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.